Christophe Coppen, que dire sur le profil de ce terroriste? Donc sa compagne, radicalisée comme lui, qui n'hésite pas en garde à vue à finalement applaudir ce qu'a fait son compagnon, mais qui dit je n'étais pas au courant. Donc ça veut dire que le terroriste a préparé seul dans son coin ses attaques? Non, c'est pas du tout crédible. Quand on vit avec quelqu'un, on a l'ensemble en fait des éléments pour arriver à comprendre le dessein en fait qu'il est en train de préparer. Ce qui est en revanche possible, c'est qu'elle n'ait pas eu l'exactitude du moment du passage à l'acte ou la volonté de déclenchement qui a pu être sur un élément totalement anodin. Parfois, le passage à l'acte est très surprenant. Il suffit d'une engueulade avec quelqu'un, il suffit d'une contrariété, et là, à ce moment-là, les choses peuvent déraper parce que la personne a préparé, en fait, quelque part, un scénario et qu'elle trouve une occasion de le déclencher. Saïd Bouzidi, c'est la détermination de l'homme qui à la fois interroge et effraie. Il abat froidement des personnes choisies au hasard, et on parlait notamment de ce passager de Jean Mazières dans cette voiture, et puis ensuite je pense aussi à ce boucher dans le supermarché U. Oui, absolument, mais on a malheureusement l'habitude en France depuis les premiers attentats, notamment à Charlie Hebdo, de ce mode opératoire. Hypercacher par exemple, ou le Bataclan également. Rappelez-vous, Hamedi Koulibaly, lorsqu'il rentre dans l'hypercacher, il utilise sa Kalachnikov et puis il tue froidement un jeune homme qui travaille, qui rangeait les rayons sur sa gauche. D'ailleurs, il n'est pas seul, il y a quelqu'un d'autre qui est en caisse. Enfin, il fait exactement la même chose. Oui, malheureusement, on est habitué. Quel est l'élément déclencheur? Comment on passe d'une radicalisation C'est fait pour asseoir l'autorité d'office. Et donc ça refroidit, j'allais dire, un peu tout le monde et la scène. Donc pour figer la scène et montrer qui est le patron, en gros, c'est le mode opératoire. C'est le mode opératoire qui est donné, qui est expliqué? Qui est donné, non, enfin c'est le mode opératoire de ces terroristes qui agissent notamment, enfin en tout cas quand il est seul. C'est ce qu'il doit faire. Mais c'est un mode opératoire qui se répète finalement. C'est un mode opératoire qui ne permet pas en fait d'avoir un retour en arrière. Une fois que l'acte est consommé, une fois qu'il a démarré, il n'y a plus de possibilité ni de négociation de toute façon, ni d'aboutissement par une reddition. Gérard Collomb a dit finalement cet homme était bien sûr connu, fiché, mais on ne pensait pas qu'il passerait à l'acte. Le passage à l'acte, est-ce qu'on peut vraiment le prévoir en fait? Il y a quelques indices de préparation, mais à condition de ne pas se cantonner en fait que aux dispositifs techniques que l'on met sur un suspect, c'est-à-dire les écoutes téléphoniques, les remontées GPS, des choses comme ça. Il faut de l'humain, il faut des gens sur le terrain pour arriver à voir ce que prépare la personne. Il faut voir si il cherche à acquérir des armes, s'il a des contacts également avec des groupuscules ou des individus qui sont connus pour être des bases logistiques ou des gens prosélytes, donc qui vont pousser à des passages à l'acte. Donc il faut faire du terrain. Et aujourd'hui, la très grande difficulté, c'est un défi qui est énorme, c'est le nombre de personnes qui sont fichées S. L'homme en question a grandi dans une cité, vivait dans une cité, la cité Ozanane, près de Carcassonne, où ça a été un peu chaud pour les journalistes qui ont voulu s'y rendre ce week-end. Est-ce qu'il a pu se procurer tout simplement cette arme dans la cité ? La proximité d'une sphère, on va dire, délinquante ou de trafic de drogue ou autre qui pourrait être présente dans l'entourage est un bon moyen de récupérer une arme comme un 7,65 qui n'est pas une arme en effet. Il avait d'ailleurs été condamné. Juste pour info, sur sa fiche S, il est marqué qu'il a des contacts avec des gens radicalisés et avec une personne qui est un trafiquant d'armes. Donc il a les contacts, il est issu aussi de la délinquance de droit commun et il a visiblement des contacts avec des... Et il a été condamné pour port d'armes prohibé. Port d'armes prohibé, trafic de stupes, refus d'obtempérer. Donc a priori pour lui c'est pas forcément compliqué de pouvoir acheter une arme, trouver une arme en tout cas. En revanche, un projet d'attentat terroriste ne peut pas se passer sans que les proches soient au courant à un moment ou à un autre. Tout simplement parce qu'il faut en fait renforcer la détermination. Et le conjoint, les amis sont des gens donc qui mettent justement de la crédibilité et de la détermination dans l'acte.
Oui, mais alors ça, on peut pas l'observer, le surveiller justement, puisqu'on est toujours sur l'idée que cet homme avait été quand même ciblé. On savait qui pouvait être potentiellement dangereux. Il prépare ses attaques, mais à aucun moment on arrive à s'en apercevoir avant. Il y a deux problèmes majeurs. Le premier, c'est, vous l'avez souvent dit sur votre chaîne, c'est le nombre de policiers qu'il faudrait mettre derrière chaque fichier S. Ça, c'est le premier problème. Le second, combien de policiers? Enfin, il avait été dit 20. C'est une vingtaine, oui, de personnes pour une surveillance H24. Il y a 20 000 radicalisés au FSPRT. Et le second problème, c'est le mode opératoire qui est complètement aléatoire, enfin qui peut changer tout le temps. Et donc, c'est difficile de s'adapter à chaque fois ou alors d'envisager ou de se projeter déjà sur comment ça va se passer la prochaine fois. C'est hyper compliqué. Je voudrais maintenant qu'on parle de cet hommage qui sera rendu au gendarme Arnaud Beltrame. Ce sera donc mercredi à 11h30 dans la cour d'honneur des Invalides avec une cérémonie présidée par Emmanuel Macron. C'est un homme qui est devenu un héros depuis vendredi pour beaucoup de Français puisqu'il a pris la place d'une otage, sachant que il risquait bien sûr sa vie. Alors vous, le policier de la BRI, comment vous avez vécu cela? Pour vous, c'est un héros également? C'est quelque chose qu'on vous avait appris également en tant que policier de la BRI? Alors tout d'abord, bien sûr que c'est un héros. Bien sûr, c'est indéniable. Ensuite, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet officier de gendarmerie a pensé à l'instant T, compte tenu de la situation, que c'était pas forcément la meilleure chose à faire, mais en tout cas, la moins pire. Pourquoi la moins pire? Toujours dans l'optique de sauvegarder de la vie sauve des otages. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Et évidemment, pour lui, c'était le seul moyen finalement de garder en vie cette femme qui était retenue, rappelons-le, depuis un moment d'ailleurs en otage par terroriste. Quand on se met dans la peau d'un policier, d'un gendarme, dans des situations de crise majeure comme celle-là, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Je veux dire, dans ce cadre précis-là, à l'instant où dans le Super U, avec une otage civile, il est gendarme, il se dit « je vais donner ma vie parce que mon boulot, jusqu'au bout, c'est de sauver les gens ». Mais c'est un sacrifice alors? C'est un sacrifice. Antoine Copper. Ça a pu être également une idée d'opportunité, c'est-à-dire qu'il a pu se dire, au fond, si j'ai l'occasion de lui sauter dessus, le maîtriser, eh bien voilà, ça sera de toute façon quelque chose que je peux initier si je suis au plus près de l'individu. Et en même temps, je sauve quelqu'un, je sauve l'otage. Donc il y a très certainement cette volonté-là. En revanche, il faut savoir que c'est normalement totalement banni de nos procédures. Les protocoles, en fait, nous interdisent de mener ce genre d'opération. C'est extrêmement je rappelle que vous avez dangereux. été négociateur du raid, parce que lui était donc le négociateur sur place. On ne vous apprend pas, on ne vous apprenait pas, en tant que négociateur, à prendre la place de l'otage. Non, justement, une situation, elle doit être stabilisée. Et en rajoutant des otages, en changeant quoi que ce soit, de toute façon, c'est un facteur d'agitation très très important. Là, ce colonel de gendarmerie a eu un acte spontané qui lui semblait être le meilleur acte possible pour pouvoir gérer cette situation. Très certainement en se disant, je vais également peut-être pouvoir faire un acte d'opportunité. Donc il a jugé sur le moment que c'était la bonne chose à faire. Parce qu'en prenant la place de l'otage, il pouvait imaginer aussi pouvoir neutraliser le preneur d'otage. Très certainement. Il y aura un hommage national mercredi. Oui. L'épouse d'Arnaud Beltrame s'exprime aujourd'hui dans La Vie. Elle dit, pour lui, être gendarme, ça veut dire protéger. Mais on ne peut comprendre son sacrifice si on le sépare de sa foi personnelle. Ces gestes d'un gendarme et d'un chrétien, pour lui, les deux sont liés. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre. Donc un témoignage très fort. Mais c'est une personnalité très forte qui dirigeait les négociations et qui, le procureur a expliqué de quelle façon il a entamé la négociation et il a proposé une substitution, ce qui est tout à fait inhabituel. Très inhabituel et en même temps c'est un geste qui montre d'abord tout l'engagement héroïque de cette personne. Il cherche vraiment à sauver les otages, sinon il n'irait pas en fait se mettre en péril de cette manière. Mais surtout il a certainement pensé qu'il y avait une vraie opportunité d'intervention, parce que sinon il n'y a pas de raison.
on ne fait pas. Nos protocoles, ils sont assez stricts là-dessus. On ne substitue pas les otages. Donc s'il l'a fait, c'est qu'il y avait une très très bonne raison en fait pour le faire. En fait, il a dû penser qu'il pouvait certainement maîtriser cet individu. Et quand vous voyez le récit précis, donc le lieutenant-colonel Beltrame dit le procureur Molins a engagé la négociation. Il dépose son arme, il demande l'échange, l'otage est libéré. Ensuite, il contacte ses collègues pour leur demander de quitter les lieux. Il dit que le terroriste demande la libération d'Abdeslam et menace de péter les grenades. Là, la négociation est entamée après par le GIGN. Donc, qu'est-ce qui peut se passer dans son esprit à ces moments-là? Dans le fil du comportement en fait du colonel, c'est tout à fait normal. Il demande en fait, il ne fait que se faire l'écho de ce que demande le terroriste, qui dit il faut faire reculer, etc. Mais il sait très bien que tout le groupe d'assaut est prêt en fait à neutraliser l'individu. On comprend que c'est pas cela qui va le faire. Possible. Je pense aussi qu'il y a chez lui peut-être une désir d'entamer la négociation, parce que la négociation, ça veut dire on gagne du temps. Donc on peut se positionner, en apprendre plus, parce qu'on est face à un individu qui visiblement n'a pas envie d'en sortir vivant. Ça, c'est aussi la nouveauté. Enfin, c'est pas la nouveauté puisqu'il y a eu ce type de prise d'otage, mais les négociateurs aujourd'hui savent qu'il y a très peu de moyens de les désarmer. En revanche, gagner du temps, ça veut dire gagner peut-être des connaissances, savoir établir un dialogue, et ça c'est hyper important. Savoir comment entrer dans le supermarché, savoir comment pouvoir la préparation tactique va être facilitée par le fait justement d'avoir du temps. Et peut-être que le lieutenant-colonel a eu cette idée-là aussi, en essayant de contacter ses collègues pour, je crois avoir entendu qu'il avait laissé son téléphone portable allumé après, et c'est comme ça qu'ils ont entendu les coups de feu. Enfin, il y a eu... Effectivement, là, il est à ce moment-là vers 13h10, c'est ce qu'entendent apparemment ses collègues du GIGN. Le lieutenant-colonel Beltrame et sort avec une arme à la tempe, il est bouclier humain du terroriste, et c'est en entendant 2 coups de feu, puis le 3e, que l'assaut est donné. Il faut se rendre compte aussi que, étant donné qu'il a subi un certain nombre de modifications dans l'organisation, la territorialisation des unités d'intervention, il y a des antennes maintenant réparties sur le territoire. Il sait que ses camarades du GIGN ne vont pas tarder, qui sont quasi déjà là. Donc ce fait de gagner du temps, de discerner ce que nous ne pouvons pas voir au moment où nous parlons, une opportunité opérationnelle. En plus, on a un petit peu vu le personnage, quelqu'un de, par définition, physique, sportif, s'est peut-être dit je vais arriver à le maîtriser, au moins je vais gagner du temps, je vais sauver la vie de quelqu'un. Donc tout ça se déroule assez logiquement. Apparemment, selon l'Obs, le lieutenant-colonel Beltrame avait déjà fait preuve d'actes héroïques en Irak. Et donc était déjà une personnalité forte qui avait déjà dans cet esprit, d'héroïsme. Mais lorsque vous voyez la description des armes du terroriste, qu'est-ce que cela dit sur la manière dont il a pu se les procurer ? Ça laisse penser que l'on est quand même dans du terrorisme low cost, sabre, couteau, sachet avec de la poudre pour en faire un engin explosif improvisé, c'est-à-dire des cartouches en effet que l'on a vidées. On est dans une très grande improvisation. De la même manière, le parcours qu'il fait, je rejoins complètement Eric là-dessus, le parcours qu'il fait est assez significatif. Il cherche en fait un coup à faire. Donc ça n'arrive pas, c'est trop dangereux, il ne le fait pas, il va se rabattre sur quelque chose. Par contre, la détermination, elle est absolue dès le départ. Il tue, il vole la voiture, il cherche ensuite à aller... Ça nous rappelle Safir Begouyia, c'était 10 jours avant les attentats du 11 septembre 2001. À Béziers, ce jeune garçon part avec une Kalachnikov et va abattre des gens et tente donc de tirer sur le commissariat pour tuer des fonctionnaires de police. Ça rappelle exactement. Koulibaly surtout. Mais c'était 2001. C'était 2001. Et on sait même que l'acte de mort du terroriste est peut-être le point maximal de son action. C'est-à-dire, c'est vraiment là, voilà, on l'a vu avec Koulibaly, il ne souhaitait pas sortir vivant de cette prise d'otage, c'est une évidence. Juste un petit mot rapidement, puisqu'on va aller retrouver Laetitia Soudier au palais de justice. On va écouter d'abord François Molins qui détermine un peu cette menace, et Cécile Lévy puis Laetitia Soudier, on va retrouver sur l'essentiel de ce qu'il nous a livré ce soir. On l'écoute. Dans un contexte où le risque zéro n'existe pas, ce nouvel attentat terroriste illustre le caractère endogène de la menace qui continue à peser sur nous. Cette menace est le fait d'individus imprégnés des mots d'ordre de l'organisation terroriste qui passent à l'acte et fauchent la vie de victimes innocentes. Il illustre de même à nouveau
les difficultés du suivi des individus radicalisés. Voilà, donc François Molins qui rappelle évidemment aussi les difficultés du suivi. Parce que, évidemment, c'est toute la question. Il nous explique qu'il est suivi, mais finalement, le passage à l'acte n'a pas pu être détecté. Qu'est-ce qu'il nous apprend d'autre? Eh bien, il a redonné une chronologie très précise des faits de cette attaque en 3 temps. Chronologie retracée notamment grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance et qui montre qu'il s'est dirigé d'abord à 10h25 vers le commissariat de Carcassonne, puis vers la caserne militaire du régiment de parachutistes où se trouvaient 2 militaires de la mission Sentinelle en faction, donc peut-être que ça l'a dissuadé, et ensuite vers la caserne CRS où des policiers faisaient leur jogging. Donc on voit bien qu'il a repéré plusieurs cibles militaires, policières, c'est à eux qu'il voulait s'en prendre. Et puis une attaque pas vraiment préparée puisqu'il cherche un petit peu, il se ravise, donc pas vraiment préparée. Des informations également grâce à la vidéosurveillance sur la façon dont s'est déroulé l'échange avec l'otage, avec le lieutenant-colonel Beltrame qui dépose son arme au sol, qui lève les mains et qui prend la place de l'otage. Et puis des informations sur lui. On savait déjà qu'il avait déjà été condamné pour des faits de droit commun. On apprend qu'il était à nouveau convoqué le 23 avril prochain devant le tribunal correctionnel de Carcassonne, cette fois pour port d'armes blanches et conduite malgré un défaut de permis. Donc est-ce que ça a pu aussi jouer comme un élément déclencheur? L'enquête le dira. Il a rappelé également que sa surveillance en 2016 et 2017 n'avait donné aucun signe inquiétant et également que lors de son séjour en prison en août 2016, l'administration pénitentiaire n'avait relevé aucun signe de radicalisation. Aucun signe de radicalisation, mais peut-être, voilà, quelle peut être l'origine du déclenchement? Peut-être que c'est la prochaine comparution, peut-être que c'est une crise personnelle, peut-être que c'est ça. La plupart des gens auxquels on fait face sont des gens qui sont, comme on le dit, multicarencés. C'est-à-dire qu'on peut se demander à quel moment leur équilibre psychologique va entrer en rupture, si je puis dire, à quel moment ils vont basculer, et surtout à quel moment la radicalisation, l'endoctrinement va produire ce basculement. Elle le produit avec des événements de vie. Mais bien malin, celui qui sait dire à quel moment ça bascule. Il y a quelque chose qui est dit en creux, en revanche, dans tout ça, si on accepte d'inverser un peu le raisonnement. Partons du principe que l'ensemble de nos services de renseignement et de sécurité font bien leur travail, et je le crois. Les policiers et gendarmes font bien leur travail, le renseignement fait bien son travail. Si quelqu'un, avec ce profil-là, qui visiblement à la fois fiché S et au FSPRT, on se dit, bon, c'est pas la priorité. Ça laisse surtout imaginer ce que peuvent être d'autres profils qui sont suivis par les services, qui sont jugés plus dangereux. Et on sait qu'on est dans une région compliquée de ce point de vue-là. Donc c'est ça que ça dit aussi, la difficulté du suivi d'un ensemble de gens, et comment doit-on s'y prendre. Et moi, j'en reviens toujours à mon idée de base, c'est que ce sont les recruteurs, ceux qui endoctrinent, comment se fait cette convergence entre la fragilité psychologique et le basculement religieux qui est intéressante et importante à décrypter. Justement, c'est là-dessus que François Molins s'exprime lorsqu'il décrit la radicalisation du terroriste. Redouane El était fiché S depuis 2014 et il a par ailleurs été inscrit depuis novembre 2015 au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, à raison de ses liens supposés avec la mouvance salafiste locale. Il faisait l'objet, de la part des services de renseignement, d'un suivi effectif, toujours en cours, en mars 2018, mais qui n'avait pas permis, je le répète, de mettre en évidence des signes précurseurs d'un passage à l'acte, ni des velléités de départ sur la zone irako-syrienne. Par ailleurs, il faut préciser qu'au cours de son séjour en prison, en août 2016, où il avait exécuté cette peine d'1 mois d'emprisonnement, l'administration pénitentiaire n'avait décelé aucun signe visible de radicalisation. La perquisition réalisée à son domicile a permis de découvrir, dans un calepin, des notes faisant penser au testament d'un individu prêtant allégeance à l'État islamique et se disant prêt à mourir pour cette organisation terroriste. Les enquêteurs ont également saisi divers supports numériques dont l'exploitation est toujours en cours,
ainsi que 3 couteaux à grande lame et un sabre. Un mot sur la compagne, Cécile, puisqu'on n'en sait plus. Elle est toujours en garde à vue, c'est ce qu'a expliqué le procureur. Ça a donné quelques détails sur cette jeune femme dont on disait déjà depuis ce matin qu'elle était suivie depuis 1 an par la DGSI de l'Aude pour sa radicalisation. Cette jeune femme qui est donc une convertie, qui s'est convertie à l'islam à l'âge de 16 ans, a crié Allahu Akbar au moment de son interpellation. Par ailleurs, selon nos informations, elle a déclaré aux enquêteurs que la seule mort qu'elle regrettait dans cette affaire, c'était celle du terroriste Radouane Lagdim. Il semblait, l'analyse de son téléphone portable montre qu'ils avaient coupé le contact téléphonique depuis janvier 2018, mais le procureur n'a pas exclu qu'ils aient pu communiquer par des applications sécurisées, Signal, WhatsApp, Telegram. On a parlé d'un mineur également qui reste toujours en garde à vue et qui aurait été. J'ajoute que cette jeune femme nie avoir été au courant des projets de son compagnon. Et puis il y a également un mineur effectivement qui est en garde à vue, qui est connu lui essentiellement pour des faits de droit commun, pour détention de stupéfiants, pour des violences commises en décembre 2017. Il conteste également toute implication. Qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? L'enquête continue, n'est-ce pas? L'enquête va essayer de récupérer le maximum d'indices pour comprendre quelle est la filière. Parce que forcément, il y a des gens qui sont prosélytes, qui sont des incitateurs, voilà. Et donc, il faut arriver à savoir s'ils sont encore dans la nature et si ce sont des gens que l'on ne connaît pas, ou alors, eh bien, si ce sont des filières qui sont déjà repérées, auquel cas, à ce moment-là, elles seront traduites en justice, les gens seront arrêtés, traduits en justice. Il faut noter aussi que depuis aujourd'hui, le parquet de Paris a ouvert une information sur une octogénaire assassinée à Paris et qu'il a ouvert pour acte de terrorisme antisémite. Et donc ça, c'était le même vendredi, évidemment. Ça n'est pas lié directement, mais en tout cas, c'est cette même journée de ce vendredi. Et donc, il y a une autre enquête sur une autre affaire du même type. Merci beaucoup à tous les quatre. En fait, tout va excessivement vite, mais le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui essaye d'obtenir l'échange, il y arrive. Ensuite, doit sûrement aussi se dire, je vais peut-être arriver à le neutraliser, Christophe Coppen. Est-ce qu'il a ça en tête au moment où ça se passe? Est-ce qu'il s'est dit lui-même, vu mon entraînement, vu ma formation, je peux à la fois installer un dialogue et s'il y a une faiblesse, je dois pouvoir arriver à le neutraliser? Les deux options, en fait, légitiment quelque part ce type de comportement. La première, d'abord, c'est de soustraire un otage, impérativement. Et là, à ce moment-là, ça, c'est le but premier. Il faut sauver les otages, impérativement, sur une situation comme ça. En revanche, c'est extrêmement périlleux et nos protocoles, normalement, interdisent ce genre de choses. Donc s'il le fait, c'est que soit l'opportunité, en fait, de pouvoir éventuellement neutraliser l'individu est dans sa tête, il se dit, j'ai le moyen, en fait, de le neutraliser, ou alors il sait qu'il a extrêmement confiance dans le GIGN qui va arriver, il sait qu'ils vont traiter l'individu, le terroriste, et qu'à ce moment-là, il faut gagner du temps. Donc, comment gagner du temps? Il est aux premières loges, donc, pour négocier avec lui. Il se substitue, en fait, à l'otage. Et là, à ce moment-là, il va chercher, donc, à essayer d'apaiser cette situation. On va revenir sur le profil justement du terroriste avec ces précisions qu'apportait le procureur Molins. On réécoute. Redouane El était fiché S depuis 2014 et il a par ailleurs été inscrit depuis novembre 2015 au fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, le FSPRT, à raison de ses liens supposés avec la mouvance salafiste locale. Il faisait l'objet, de la part des services de renseignement, d'un suivi effectif, toujours en cours, en mars 2018, mais qui n'avait pas permis, je le répète, de mettre en évidence des signes précurseurs d'un passage à l'acte, ni des velléités de départ sur la zone irako-syrienne. Par ailleurs, il faut préciser qu'au cours de son séjour en prison, en août 2016, où il avait exécuté cette peine d'1 mois d'emprisonnement, l'administration pénitentiaire n'avait décelé aucun signe visible de radicalisation. La perquisition réalisée à son domicile a permis de découvrir, dans un calepin, des notes faisant penser au testament d'un individu prêtant allégeance à l'État islamique et se disant prêt à mourir pour cette organisation terroriste. Les enquêteurs ont également saisi divers supports numériques dont l'exploitation est toujours en cours, ainsi que 3 couteaux à grande lame et un sabre.
un couteau à grande lame, un sabre, plus les grenades, plus les armes qu'il avait sur lui. On voit bien qu'il y a peut-être un défaut de logistique arrière, j'allais dire, de support pour cet homme, pour ce terroriste, mais la détermination, elle était là. Fichier S pour radicalisation, la mouvance salafiste locale, le carnet, le calepin chez lui, avec des notes, avec des intentions qui étaient claires, nettes et précises quand même, Cécile Olivier, sur faire le plus de morts possible de toutes les manières. Dans ce carnet, des notes ont été saisies qui effectivement font référence à l'État islamique et où il dit qu'il se dit prêt à mourir pour cette organisation. Pour autant, il ne dit pas exactement quel est son projet. Il dit simplement qu'il est prêt à mourir pour cette organisation. De toute façon, on a encore affaire à un individu qui veut aller jusqu'au bout, qui sait qu'il n'aura plus rien à perdre. Et ça, malheureusement, Christophe Coppen, on le vit depuis longtemps. Et tous les services savent, à ce moment-là, lorsqu'il monte sur ce genre d'individu, que de toute manière, ça ira jusqu'au bout et qu'il se sacrifiera, quoi. C'est comme ça que ça va se passer. Le premier indicateur, en fait, pour les forces d'intervention, c'est le fait qu'il y ait un passage à l'acte immédiat sur des otages ou sur des victimes, voilà. Et cet élément-là prouve la détermination absolue. C'est-à-dire, il n'y a plus de retour en arrière possible. Fichier S, radicalisation, toujours les mêmes profils. On a l'impression aussi toujours, Cécile Olivier, cette impuissance, parce que ce que nous a dit le procureur Molins, c'est que sur les derniers suivis de cet homme, il n'y avait pas de signes, c'est ces fameux signes de passage à l'acte, il a encore répété ce soir. Oui, alors, donc cet homme avait fait l'objet d'un suivi donc vous l'avez dit, il était fichier S depuis 2014, il avait fait l'objet d'un suivi de la DGSI en 2016 et en 2017, la DGSI qui ne suit vraiment que le haut du spectre des radicalisés. C'était un suivi à la fois technique et physique, mais ce suivi n'avait rien donné. François Molins l'a répété, pas de signe de passage à l'acte, aucune velléité de départ en Syrie, son passage en prison. Mais les policiers, il était encore observé là les derniers jours, les derniers. Mais quand c'est comme ça, donc quand il n'y a pas de signe inquiétant de passage à l'acte violent, que font les services tout en continuant à le ficher S? Ils vont mettre la surveillance vers d'autres objectifs plus inquiétants, plus urgents, parce que je vous rappelle qu'il y a 20 000 noms au fichier des personnes radicalisées et qu'il faut faire des choix. C'est toute l'ambiguïté d'ailleurs de ces surveillances que l'on fait sur ces fichiers S. C'est-à-dire que on va lever les dispositifs quand il n'y a plus d'indices comme quoi il y a quelque chose de suspect. Mais en fait, on sait très bien également, et c'est le grand paradoxe, c'est que la préparation de ces attentats se fait justement par le fait de masquer complètement leur préparation. Oui, les intentions. Les intentions exactement sont totalement donc amoindries. Les gens ne se parlent plus. On utilise des communications cryptées. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est presque le calme avant la tempête. Mais comment se rendre compte de ce qui va être un apaisement d'un individu ou alors une préparation d'attentat? Tout à l'heure, on en parlait, vous l'aviez noté, il y a eu la fin des communications entre le terroriste et sa compagne. À partir de janvier 2018, les communications téléphoniques. Et donc, tout à l'heure, quelqu'un faisait remarquer que c'était peut-être aussi une forme de signal de silence autour de lui, peut-être avec des communications sur messagerie cryptée, mais le fait d'être en silence au téléphone pouvait être interprété comme une préparation d'acte, mais aussi comme un silence. Je veux dire, c'est ça le problème. Silence au téléphone officiellement et passage, ou une rupture. Et passage à ce moment-là à d'autres modes de communication qui sont plus difficiles avec cette fameuse messagerie. On se souvient d'un nom qui revient régulièrement, c'est la messagerie Telegram. Je ne sais pas si c'est celle-ci qui était utilisée, mais elle s'est retrouvée régulièrement au devant des signalements et des précisions données par les procureurs. Un très bon indicateur, c'est la petite amie en fait du terroriste, qui est avec un degré d'agitation extrême sur les réseaux sociaux, qui tout d'un coup rompt complètement quelques jours avant les événements, et au moment où elle est interpellée, va prononcer donc toutes les paroles d'allégeance. Donc à partir de ce moment-là, on comprend que voilà, il y a eu la préparation masquée. Christophe Coppen, aux accusations qui sont sur les services de renseignement, disant vous l'avez laissé filer, il est passé au travers des radars. Qu'est-ce que répondent justement les services de renseignement? C'est utile d'avoir quand même la loupe toujours sur ce genre d'individu, de regarder comment il évolue, comment il se déplace, avec qui il est en contact.
D'abord, les services de renseignement arrivent à neutraliser des équipes qui vont passer à l'acte. Il y a eu plusieurs attentats qui ont été déjoués, énormément l'année dernière, plus de 20, 2 depuis le début de l'année. Ça veut dire que les services travaillent sur les individus qui sont ils n'ont pas relâché la pression. Voilà, les plus dangereux, les plus dangereux. Ce qui est terrible, ce sont des individus qui sont dans un espèce de terrorisme, domestique, low cost. Ils sont chez eux, ils se sont radicalisés, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux pour essayer de faire du prosélytisme, comme c'est le cas pour la jeune femme qui vivait avec lui. Et puis à un moment donné, c'est le calme avant la tempête. C'est-à-dire que on a l'impression que ça y est, ils sont sortis quelque part de la phase d'agitation et à partir de ce moment-là, ils vont rentrer justement dans la préparation extrêmement déterminée en fait de leur passage à l'acte. Cette jeune femme dont on parlait, radicalisée elle aussi, beaucoup plus jeune, qui a menacé les policiers, qui a crié Allahu Akbar au moment où elle a été interpellée. Profil dangereux aussi, Cécile Olivier? Elle était suivie pour sa radicalisation depuis environ 1 an par la DGSI de l'Aude. Donc elle faisait l'objet d'une fiche S, elle aussi, très active sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, ses parents avaient indiqué au service de renseignement que les choses s'étaient un petit peu calmées, que ça allait mieux, que notamment elle était retournée en cours. Elle avait d'abord abandonné le lycée et puis elle était retournée en cours, si bien qu'à un moment, la DGSI a même envisagé de la sortir des fichiers avec ces infos rassurantes. Ça n'a pas été fait. Elle a quand même gardé sa fiche S. Ça montre toute la capacité de dissimulation de ces personnes, puisque en garde à vue, elle a montré un tout autre visage, parce que vous le disiez, non seulement elle a crié Allahu Akbar, donc Dieu est le plus grand en arabe au moment de son interpellation, mais selon nos informations, elle a également, cette jeune femme de 18 ans, déclaré aux enquêteurs que la seule mort qu'elle regrettait, c'était celle du terroriste, celle de Radwan Lagdim. Christophe Coppen. C'est d'ailleurs un très bon indicateur justement d'un niveau de dangerosité qui est en train de s'affirmer. Le fait que quelqu'un qui était très actif, très déterminé, tout d'un coup devienne quasiment en mesure de sortir des radars de la DGSI. Et là, à ce moment-là, il faut regarder véritablement les couples et non pas seulement les individus qui sont susceptibles de passer à l'acte. Après-demain mercredi, la Nation rendra hommage au lieutenant-colonel Beltrame, tué par le terroriste dans le supermarché. La cérémonie se déroulera dans la cour d'honneur des Invalides en présence des plus hautes autorités et du président de la République.